Eudwen, un syndicaliste, disparaît à Lille en 1977. 29 ans plus tard, un brassard rouge est retrouvé. Ganchot initial. Le 23 novembre 1977, Claude Vanhove, leader syndical respecté de la CGT à Lille, disparaît sans laisser de traces lors d'une manifestation contre la fermeture des aciéries du Nord. Pendant 29 longues années, sa famille et ses camarades se demandent ce qui a bien pu arriver à cet homme intègre qui n'avait qu'un seul combat, défendre les droits des ouvriers. En 2006, des ouvriers rénovant le théâtre municipal de Lille découvrent, dissimulé dans le rembourrage d'un fauteuil du balcon, un brassard rouge de la CGT portant le nom de Claude Vanhove. Mais cette découverte n'est que le début d'une révélation qui va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Car ce brassard cache un secret si troublant qu'il remet en question la loyauté même de ceux qui prétendaient se battre pour la classe ouvrière. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Dit contextualisation. Pour comprendre la disparition de Claude Vanhove, il faut d'abord saisir le contexte social et économique de Lille à la fin des années 70. La capitale des Flandres traverse alors une période de profonde mutation industrielle. Les mines de charbon ferment une à une, et l'industrie sidérurgique, pilier économique de la région depuis plus d'un siècle, vacille sous les coups de la concurrence internationale et de la modernisation. Lille, avec ses 170 000 habitants en 1977, voit ses quartiers ouvriers de Fives, Moulins et Oisem directement menacés par ces restructurations. Les grandes aciéries qui employaient des milliers de familles annoncent des fermetures successives. L'usine Usinor de Denain a déjà réduit ses effectifs de moitié et les rumeurs persistent concernant l'avenir de plusieurs sites de production dans la métropole lilloise. C'est dans ce climat d'incertitude que Claude Vanhove s'impose comme une figure emblématique du syndicalisme local. Âgé de 41 ans, cet homme au visage marqué par 20 années de militantisme incarne la résistance ouvrière. Né dans une famille de mineurs à Laon, Claude a commencé sa carrière comme ajusteur chez Kuhlmann avant de se consacrer entièrement à l'action syndicale au début des années 70. Sa réputation dépasse largement les frontières du Nord-Pas-de-Calais. Claude Vanhove est connu pour son éloquence lors des assemblées générales, sa capacité à mobiliser les troupes et surtout pour son intégrité absolue. Contrairement à certains dirigeants syndicaux de l'époque, il refuse catégoriquement tout compromis qui pourrait nuire aux intérêts des travailleurs. Cette intransigeance lui vaut le respect des ouvriers, mais aussi l'inimitié de certains patrons et même de quelques collègues qui prônent une approche plus pragmatique. Marie Vanhove, son épouse depuis 18 ans, enseigne dans une école primaire du quartier de Oisem. Cette femme discrète mais déterminée partage les convictions politiques de son mari, tout en s'inquiétant parfois de ses prises de position tranchées. Le couple a 2 enfants. Antoine, 16 ans, lycéen brillant qui admire l'engagement de son père, et Sylvie, 12 ans, une fillette espiègle qui comprend intuitivement l'importance du combat paternel sans en saisir toutes les subtilités. La famille Vanhove habite une maison ouvrière typique de la rue Gambetta, dans le quartier de Moulins. Cette demeure de briques rouges, avec sa petite cour pavée et son jardinet, reflète la modestie de leurs moyens, mais aussi leur ancrage profond dans la culture populaire lilloise. Les soirées se passent souvent autour de la table de la cuisine, où Claude explique à ses enfants les enjeux des luttes sociales, toujours avec cette passion communicative qui le caractérise. L'automne 1977 s'annonce particulièrement tendu. Les directions d'entreprise multiplient les annonces de suppression d'emplois, arguant de la nécessité de moderniser l'outil de production pour rester compétitive. Mais Claude Vanhove et ses camarades de la CGT soupçonnent autre chose. Des informations fragmentaires leur parviennent, évoquant des négociations secrètes entre certains dirigeants syndicaux et le patronat. Des accords qui seraient conclus dans le dos des travailleurs,
moyennant des compensations financières pour les représentants du personnel. Ces rumeurs troublent profondément Claude. Pour lui, le syndicalisme n'est pas une carrière, mais une mission sacrée. L'idée que certains de ses pairs puissent trahir la confiance des ouvriers le révolte. Il commence discrètement sa propre enquête, utilisant ses contacts dans différentes entreprises pour recouper les informations et tenter de découvrir la vérité. Le desaparecimiento. Le mercredi 23 novembre 1977 se lève gris et froid sur l'île. Un crachin typiquement nordique tombe depuis l'aube, transformant les pavés en surface glissante et donnant à la ville cette atmosphère mélancolique si caractéristique de la saison. La température ne dépasse pas les 8 degrés, et un vent glacial souffle du nord-est, chargeant l'air d'humidité. Claude Vanhove se réveille à 5h30, comme chaque matin depuis 20 ans. Cette ponctualité quasi militaire fait partie de sa discipline personnelle, héritée de son père mineur qui disait toujours « L'ouvrier qui arrive en retard donne des armes au patron ». Après une toilette rapide, il rejoint Marie dans la cuisine pour le petit déjeuner. Le poste de radio diffuse les informations de France Inter. Les négociations sur la réduction du temps de travail piétinent à Paris, et plusieurs conflits sociaux s'enlisent dans la région. « Tu rentres tard ce soir ?» demande Marie en versant le café dans les bols en faïence bleue, service de mariage qu'ils utilisent depuis 18 ans. Difficile à dire. La manifestation est prévue à 14h devant la préfecture, mais après, nous avons une réunion importante avec les délégués des autres entreprises. Il se passe des choses étranges, Marie, des choses qui ne me plaisent pas. Marie connaît suffisamment son mari pour déceler l'inquiétude dans sa voix. Depuis quelques semaines, Claude semble préoccupé par quelque chose qu'il refuse de partager, même avec elle. Cette discrétion inhabituelle l'alarme, car Claude a toujours fait preuve d'une transparence totale concernant ses activités syndicales. « Fais attention à toi aujourd'hui, j'ai un mauvais pressentiment. » Claude sourit et pose sa main sur celle de sa femme. « Ne t'inquiète pas, je connais mon métier, et puis nous serons plusieurs centaines. Il ne peut rien m'arriver. » Vers 8h, Antoine et Sylvie descendent pour le petit déjeuner. L'adolescent, déjà grand et dégingandé, ressemble de plus en plus à son père avec ses cheveux bruns et ses yeux noirs perçants. Sylvie, elle, tient plutôt de sa mère avec sa chevelure châtain clair et son tempérament plus calme. « Papa, tu vas encore manifester aujourd'hui ?» demande la fillette en tartinant sa tranche de pain. « Oui, ma puce, nous devons défendre l'emploi dans la région. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» Antoine lève les yeux de son bol. « Est-ce que je peux venir avec toi? J'ai 16 ans maintenant, je pourrais... » « Non, Antoine, ton rôle, c'est d'étudier. Laisse-moi me battre pour que tu aies un avenir meilleur que le mien. » Vers 9h, Claude enfile sa veste de laine épaisse et son écharpe rouge, couleur syndicale, qu'il porte toujours lors des manifestations. Il glisse dans sa poche intérieure une enveloppe Kraft, qu'il a préparée la veille au soir, travaillant tard dans son petit bureau aménagé sous les combles. Marie remarque ce geste, mais n'ose pas demander d'explication. Avant de partir, Claude embrasse sa femme avec une tendresse inhabituelle. « Quoi qu'il arrive, Marie, souviens-toi que je t'aime et que tout ce que je fais, c'est pour notre famille et pour tous les ouvriers qui comptent sur nous. » Cette phrase résonnera longtemps dans la mémoire de Marie Vanhove. Claude se rend d'abord au siège local de la CGT, situé rue de Paris, dans un immeuble de briques typique de l'architecture industrielle lilloise. Le local, au rez-de-chaussée, sent le tabac froid et la Ronéo. Des affiches recouvrent les murs, appelant à la solidarité ouvrière et dénonçant les licenciements. Une grande table en bois massif occupe le centre de la pièce, témoin de milliers d'heures de réunions et de débats. Ses camarades sont déjà là. André Lemoine, délégué des cheminots, homme trapu au visage buriné par 40 ans de service. Robert Deschamps, représentant de la métallurgie, plus jeune mais déjà marqué par l'âpreté des luttes sociales. Et Micheline Bourdelle, l'une des rares femmes dirigeantes de la CGT locale, institutrice comme Marie, mais plus militante. « Claude, nous avons reçu des informations inquiétantes ce matin », annonce André en allumant sa gauloise.
Il semblerait que la manifestation soit infiltrée par des provocateurs. La préfecture nous a fait savoir officieusement qu'elle craint des débordements. Claude fronce les sourcils. Des provocateurs ou bien une excuse toute trouvée pour justifier une répression. Il sort de sa poche l'enveloppe Kraft et la pose sur la table. J'ai des documents qui pourraient expliquer pourquoi certains veulent que cette manifestation tourne mal. Les trois autres se regardent. Robert Deschamps se penche en avant. De quoi parles-tu, Claude? Depuis plusieurs semaines, j'enquête sur des rumeurs concernant des accords secrets entre le patronat et certains dirigeants syndicaux. Ce que j'ai découvert dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Claude tapote l'enveloppe. Là-dedans, il y a la preuve que plusieurs de nos collègues, y compris dans la hiérarchie régionale, reçoivent de l'argent des entreprises en échange de leur silence sur les plans de licenciement. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Micheline Bourdelle pâlit. « Tu es sûr de ce que tu avances, Claude? Ce sont des accusations extrêmement graves. J'ai des photocopies de virements bancaires, des enregistrements de conversations, des témoignages écrits. Tout est là. » Il repose sa main sur l'enveloppe. « Je compte révéler ces informations aujourd'hui, après la manifestation, lors de la réunion interentreprise. » André Lemoine écrase sa cigarette avec nervosité. « Claude, réfléchis bien. Si tu as raison, tu vas déclencher un séisme dans tout le mouvement syndical régional. Des têtes vont tomber, et pas forcément celles que tu vises. C'est exactement pour cela que je dois le faire. Les ouvriers ont le droit de savoir que certains de ceux qui prétendent les défendre les trahissent en réalité. » La conversation est interrompue par l'arrivée d'Henri Delacroix, responsable régional de la CGT, homme corpulent de 55 ans au visage rouge et aux manières bonhomme qui cachent un tempérament autoritaire. Son costume de bonne coupe détonne dans l'environnement spartiate du local syndical. « Mes chers camarades !» s'exclame-t-il en pénétrant dans la pièce. « J'espère que vous êtes prêts pour cette journée historique. La presse nationale va couvrir notre manifestation. » Claude observe Henri avec attention. Depuis quelque temps, il s'interroge sur le train de vie de ce dirigeant qui possède une maison cossue à Marcq-en-Barœul et conduit une Citroën DS9, luxe difficilement compatible avec un salaire syndical. « Henri, il faut que nous parlions après la manifestation. J'ai des éléments importants à partager avec tous les responsables. » Le regard d'Henri Delacroix se durcit imperceptiblement. « De quoi s'agit-il, Claude? Je préfère en parler devant tout le monde. Ce soir, après la réunion. Très bien. En attendant, concentrons-nous sur la mobilisation. L'avenir de milliers d'emplois en dépend. » Vers 13 heures, les militants commencent à se rassembler place de la République. Malgré le temps maussade, ils sont plus de 800, ouvriers de tous âges venus des quatre coins de la métropole lilloise. Les banderoles claquent dans le vent. Non au licenciement. Solidarité ouvrière. L'emploi avant les profits. L'ambiance est déterminée mais disciplinée, comme le veulent les traditions de la CGT. Claude Vanhove prend la tête du cortège, reconnaissable à son brassard rouge de responsable syndical et à sa prestance naturelle. Il échange quelques mots avec les journalistes présents, répétant les revendications du mouvement: arrêt des plans sociaux, maintien de l'emploi industriel dans la région, ouverture de véritables négociations avec les pouvoirs publics. Le cortège s'ébranle vers 14 heures en direction de la préfecture du Nord, située place de la République. Le parcours, long d'environ 2 km, traverse le centre-ville de Lille par la rue nationale puis la rue de la préfecture. Les manifestants scandent les slogans traditionnels et l'atmosphère reste bon enfant malgré la gravité de la situation. Arrivés devant la préfecture, les manifestants écoutent les discours des différents responsables syndicaux. Claude Vanhove monte à la tribune improvisée vers 15h30. Sa voix porte loin, amplifiée par un mégaphone crachotant. « Camarades, nous sommes ici pour défendre notre dignité et notre avenir, mais notre combat ne s'arrête pas au patron. Nous devons aussi veiller à la probité de ceux qui nous représentent, car la classe ouvrière mérite des dirigeants à la hauteur de ses sacrifices. » Ces paroles, qui semblent anodines à la plupart des auditeurs, provoquent des remous dans les rangs des responsables syndicaux présents. Henri Delacroix en particulier
affiche un visage fermé. Vers 16 heures, alors que la manifestation touche officiellement à sa fin, des incidents éclatent soudainement. Un groupe d'une trentaine d'individus, qui ne faisaient pas partie du cortège initial, commence à lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Les CRS, présents en nombre, répliquent immédiatement par des charges de matraques et des tirs de grenades lacrymogènes. La confusion est totale. Les manifestants pacifiques fuient dans toutes les directions, cherchant à échapper au gaz et aux coups. Dans cette pagaille, plusieurs témoins voient Claude Vanhove tenter de calmer les esprits, se portant au devant des manifestants les plus énervés pour les dissuader de répondre à la provocation. C'est à ce moment précis que Claude Vanhove disparaît de la surface de la Terre. André Lemoine, l'un des derniers à l'avoir vu, raconte « Claude était là, au milieu de la rue, les bras levés, criant aux camarades de ne pas tomber dans le piège. J'ai été aveuglé par une grenade lacrymogène, et quand les gaz se sont dissipés, il n'était plus là. Les recherches commencent immédiatement. Ses camarades syndicaux fouillent les rues adjacentes, interrogent tous les manifestants qu'ils croisent, contactent les hôpitaux de la région. Rien. Claude Vanhove semble s'être volatilisé. Marie reçoit l'appel vers 18 heures. La voix brisée d'André Lemoine lui annonce que son mari a disparu pendant les incidents. Elle se précipite sur place avec Antoine, laissant Sylvie chez une voisine. Sur la place de la République, encore jonchée de débris et imprégnée d'odeurs de gaz lacrymogène, elle trouve un groupe de militants désemparés qui continuent les recherches à la lueur des réverbères. « Il ne peut pas avoir disparu comme ça !» s'écrie-t-elle. « Claude connaît l'île comme sa poche. S'il avait été blessé, on l'aurait retrouvé. » Mais les heures passent sans apporter la moindre réponse. À minuit, Marie rentre chez elle, épuisée et rongée par l'angoisse. Dans la maison silencieuse, elle découvre que l'enveloppe Kraft que Claude avait préparée avec tant de soin a disparu de son bureau. Mathieu vida appose ou désapparecimento. Le jeudi 24 novembre 1977, l'inspecteur Jean Lefebvre de la police judiciaire de Lille prend en charge l'enquête sur la disparition de Claude Vanhove. Policier expérimenté de 45 ans, Lefebvre a déjà traité de nombreuses affaires dans le contexte social tendu de la région. Son approche méthodique et sa connaissance du milieu syndical en font l'homme de la situation. Dès le premier jour, l'enquête se heurte à des difficultés. Les témoignages des manifestants sont contradictoires, chacun ayant vécu les événements depuis un angle différent et dans la confusion des gaz lacrymogènes. Certains affirment avoir vu Claude Vanhove s'éloigner vers la rue Royale. D'autres jurent l'avoir aperçu près de l'Opéra de Lille. Plusieurs témoins mentionnent la présence d'individus inconnus parmi les manifestants, mais leurs descriptions ne permettent aucune identification précise. L'inspecteur Lefebvre interroge longuement Marie Vanhove. Cette femme digne, malgré son angoisse évidente, livre tous les détails qu'elle peut se rappeler des derniers jours de son mari. Elle évoque ses préoccupations récentes, ses mystérieuses soirées passées à travailler dans son bureau, et surtout, cette enveloppe Kraft qu'il avait préparée avec tant de soin. « Inspecteur, mon mari était un homme méthodique. Tout ce qu'il faisait avait un sens. S'il a préparé cette enveloppe et qu'elle a disparu, c'est que quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait. » Lefebvre note soigneusement cette information. Il fait fouiller minutieusement la maison des Vanhove avec l'accord de Marie, mais ne trouve aucun indice susceptible d'éclairer la disparition. Le bureau de Claude, installé sous les combles, porte les traces d'une fouille discrète mais systématique. Tous les tiroirs ont été ouverts, les papiers déplacés, mais rien ne manque à part cette fameuse enveloppe. L'enquête s'oriente naturellement vers les milieux syndicaux et patronaux. Lefebvre interroge tous les responsables de la CGT présents lors de la manifestation. Henri Delacroix se montre particulièrement coopératif, affichant une inquiétude qui semble sincère pour son cher camarade Claude. Claude était parfois trop intransigeant pour son propre bien, confie-t-il à l'inspecteur. Il voyait des complots partout et refusait tout compromis. Cela pouvait créer des tensions, même parmi nous. Quel genre de tensions? Oh, rien de grave. Mais Claude avait tendance à soupçonner ses propres camarades dès qu'il prônait une approche moins radicale.
Ces dernières semaines, il était obsédé par l'idée que certains dirigeants syndicaux trahissaient la cause ouvrière. Lefebvre note que Delacroix évite soigneusement d'évoquer le contenu précis des soupçons de Claude Vanhove. Quand il insiste, le dirigeant syndical élude. Inspecteur, Claude était un homme formidable, mais il avait parfois tendance à voir le mal là où il n'y en avait pas. Du côté patronal, les témoignages sont encore moins éclairants. Marcel Fontaine, directeur général de l'aciérie de Denain, l'une des entreprises visées par la manifestation, déclare ne pas connaître personnellement Claude Vanhove. Nous avions des relations strictement professionnelles avec les représentants syndicaux. M. Vanhove était certes un négociateur coriace, mais nos rapports restaient courtois. Pourtant, plusieurs sources anonymes font état de tensions particulières entre Fontaine et Vanhove lors des dernières négociations. Le dirigeant d'entreprise aurait même déclaré, lors d'un dîner privé, que certains syndicalistes feraient mieux de comprendre où sont leurs intérêts véritables. Les semaines passent sans apporter d'éléments nouveaux. L'enquête s'enlise dans les témoignages contradictoires et l'absence totale d'indices matériels. Aucune trace de Claude Vanhove dans les hôpitaux, les morgues, les commissariats de la région, aucun retrait d'argent sur son compte bancaire, aucun contact avec sa famille ou ses proches. L'homme semble littéralement évaporé. Marie Vanhove refuse de baisser les bras. Soutenue par quelques militants fidèles, elle organise des recherches bénévoles dans tous les quartiers de l'île et des communes environnantes. Antoine, malgré son jeune âge, participe activement à ces opérations, collant des affichettes avec la photo de son père sur tous les murs de la ville. Sylvie, trop jeune pour comprendre entièrement la gravité de la situation, continue d'attendre le retour de son père avec la confiance innocente de ses 12 ans. L'hiver 1977-1978 est particulièrement rigoureux dans le nord. Les températures descendent régulièrement sous les -10 degrés et la neige recouvre la région pendant plusieurs semaines. Ces conditions climatiques rendent les recherches encore plus difficiles et alimentent les hypothèses les plus sombres. Comment un homme pourrait-il survivre par un tel froid s'il était blessé quelque part dans la nature? Au printemps 1978, l'inspecteur Lefebvre doit se rendre à l'évidence. L'enquête piétine. Malgré des centaines d'heures d'investigation, des dizaines d'auditions, des recherches dans un rayon de 100 km autour de l'île, aucun élément tangible n'a pu être rassemblé. Le dossier n'est pas classé, mais il n'évolue plus. Marie retourne enseigner à l'école de Wazems, mais ses collègues remarquent qu'elle n'est plus la même femme. Son regard s'est durci, et elle semble constamment aux aguets, comme si elle craignait que le sort qui a frappé son mari ne s'abatte également sur elle. Elle refuse catégoriquement l'aide financière proposée par la CGT, déclarant qu'elle préfère se débrouiller seule plutôt que de dépendre d'une organisation dont elle commence à douter. Antoine poursuit ses études au lycée Faidherbe, mais sa personnalité change radicalement. L'adolescent jovial et confiant devient sombre et méfiant. Il développe une passion pour la lecture des journaux et l'écoute des informations, scrutant chaque fait divers régional, dans l'espoir d'y trouver une trace de son père. Ses professeurs s'inquiètent de voir ce jeune homme brillant sombrer dans une obsession malsaine. Sylvie, elle, grandit avec le fantôme de son père. Elle développe des rituels étranges, comme mettre le couvert pour 4 personnes à chaque repas ou laisser la lumière allumée dans le bureau de Claude. Marie n'a pas le cœur de contrarier ses habitudes, y trouvant elle-même un certain réconfort. L'été 1978 apporte une révélation troublante. Robert Deschamps, le représentant de la métallurgie qui était présent lors de la dernière réunion avec Claude, rend visite à Marie. L'homme semble rongé par la culpabilité et la peur. Après de longues hésitations, il finit par avouer qu'il soupçonnait Claude d'avoir découvert quelque chose de grave. « Madame Vanhove, votre mari m'avait posé des questions bizarres dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Il s'intéressait aux finances de certains dirigeants, à leur changement de mode de vie. Il m'avait même demandé si j'avais remarqué des attitudes suspectes lors des négociations avec le patronat. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?» Robert Deschamps baisse la tête. « Parce que j'ai peur, madame.
Si Claude a découvert quelque chose qui dérangeait suffisamment pour qu'on le fasse disparaître, alors tous ceux qui étaient proches de lui courent peut-être le même risque. Cette révélation relance l'intérêt de l'inspecteur Lefebvre, mais les pistes restent floues. Comment prouver l'existence d'un complot sans la moindre preuve matérielle? Comment enquêter sur des accusations de corruption sans témoins ni documents? L'automne 1978 marque le premier anniversaire de la disparition. La CGT organise une cérémonie d'hommage à Claude Van Hove dans les locaux de la rue de Paris. Henri Delacroix prononce un discours émouvant sur la mémoire de ce camarade irremplaçable et annonce qu'une plaque commémorative sera apposée dans le local syndical. Marie assiste à cette cérémonie avec ses enfants, mais elle observe attentivement les visages des participants. Quelque chose dans l'attitude de certains dirigeants la met mal à l'aise. Leurs condoléances sonnent faux, leurs regards fuyants trahissent une gêne inexplicable. Elle commence à soupçonner que la vérité sur la disparition de son mari se cache peut-être parmi ceux qui prétendent le pleurer. Les années passent, et l'affaire Claude Van Hove devient progressivement une légende urbaine lilloise. Les anciens se souviennent de ce syndicaliste intègre qui a disparu dans la brume du Nord, et certains n'hésitent pas à broder sur les circonstances de cette disparition. Pour certains, Claude a été enlevé par des agents du patronat et détenu quelque part en Allemagne. Pour d'autres, il aurait découvert un complot d'État et serait mort victime des services secrets. Les versions les plus fantaisistes évoquent même un enlèvement par des militants d'extrême droite. Marie refuse ces spéculations et continue sa quête de vérité avec une détermination farouche. Elle tient un journal détaillé de toutes ses recherches, consignant chaque témoignage, chaque indice, chaque coïncidence suspecte. Ce cahier devient son obsession et son réconfort, la preuve que son combat n'est pas vain. En 1985, soit 8 ans après la disparition, Antoine Van Hove termine ses études d'ingénieur et trouve un emploi dans une entreprise de Roubaix. Mais il refuse de quitter Lille, s'installant dans un petit appartement du centre-ville pour rester proche de sa mère et continuer les recherches. Il a hérité de l'obstination paternelle et consacre ses week-ends à interroger d'anciens militants, à éplucher les archives de presse, à suivre toutes les pistes, même les plus ténues. Sylvie, devenue une jeune fille de 20 ans, adopte une attitude différente. Sans renier la mémoire de son père, elle refuse de laisser cette tragédie définir entièrement sa vie. Elle étudie les lettres modernes à l'université de Lille et rêve de devenir journaliste, peut-être pour découvrir un jour la vérité sur cette disparition qui a brisé son enfance. L'inspecteur Lefebvre, quant à lui, prend sa retraite en 1990 sans avoir jamais élucidé cette affaire qui l'a hanté pendant 13 ans. Dans ses derniers rapports, il écrit « La disparition de Claude Van Hove reste l'une des énigmes les plus troublantes de ma carrière. Toutes les hypothèses classiques ont été explorées sans succès. Si cet homme a été victime d'un crime, ses auteurs ont fait preuve d'une organisation et d'une discrétion remarquables. L'enquête reste ouverte, mais les chances de découvrir la vérité s'amenuisent chaque année. Les années 90 voient la transformation radicale du paysage industriel lillois. La reconversion économique de la région s'accélère, les dernières aciéries ferment définitivement et l'île se tourne vers les services et les nouvelles technologies. Ces mutations profondes effacent progressivement les traces du monde ouvrier dans lequel évoluait Claude Van Hove. Les anciens locaux syndicaux sont rachetés par des promoteurs. Les quartiers populaires se gentrifient et une nouvelle génération d'habitants arrive, ignorant tout de l'histoire sociale tumultueuse de la ville. Marie continue d'enseigner, mais elle prend sa retraite en 1995. Cette liberté nouvelle lui permet d'intensifier ses recherches. Elle passe des journées entières aux archives municipales, à la bibliothèque de Lille, dans les locaux de la presse régionale, tentant de reconstituer le puzzle de la disparition de son mari. Ses cahiers de notes s'accumulent, remplis de dates, de noms, de témoignages fragmentaires qui ne mènent jamais à une conclusion définitive. En 1997, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition, le journal La Voix du Nord publie un long article de remémoration. Le journaliste Jacques Morlet a retrouvé plusieurs témoins de l'époque et recueilli leurs souvenirs.
Mais 20 ans après, les mémoires sont floues et les témoignages se contredisent encore plus qu'en 1977. L'article conclut sur le mystère persistant de cette affaire et l'impossibilité apparente de la résoudre. Cette publication relance temporairement l'intérêt du public pour l'affaire Vanhove. Marie reçoit plusieurs coups de téléphone de personnes prétendant détenir des informations nouvelles, mais ces pistes se révèlent systématiquement fausses. Anciens militants cherchant à se faire valoir, mythomanes attirés par la publicité ou simples curieux ayant confondu les époques. Antoine, devenu ingénieur confirmé, se marie en 1998 avec Isabelle, une collègue de travail originaire de Lyon. Le couple s'installe dans une maison de la banlieue lilloise et Marie devient grand-mère l'année suivante avec la naissance de Lucas. Cette nouvelle génération apporte un peu de joie dans une famille marquée par le deuil, mais Antoine refuse d'abandonner ses recherches. Il initie même son épouse à cette quête, lui expliquant patiemment tous les détails de l'affaire. Sylvie, quant à elle, devient journaliste à France 3 Nord-Pas-de-Calais. Cette profession lui donne accès à des sources et des archives qui enrichissent l'enquête familiale. En 2000, elle produit un documentaire de 26 minutes sur la disparition de son père, diffusé dans l'émission régionale Nord Découverte. Ce film, sobre et émouvant, recueille de nombreux témoignages de sympathie, mais n'apporte aucun élément nouveau. Le passage à l'an 2000 marque également l'arrivée de nouvelles technologies qui transforment les méthodes d'investigation. Internet permet d'accéder à des bases de données jusqu'alors inaccessibles, et la famille Vanhove espère que ces outils modernes pourront enfin percer le mystère. Antoine crée un site web dédié à l'affaire, publiant photos, témoignages et chronologies détaillées. Ce site génère de nombreux contacts, mais là encore, aucune piste sérieuse ne se dessine. En 2003, Henri Delacroix, l'ancien responsable régional de la CGT, meurt d'un cancer à l'âge de 81 ans. Marie assiste à ses obsèques, observant attentivement les participants. Elle espère secrètement que cette disparition pourrait délier certaines langues, mais rien ne se produit. Au contraire, plusieurs anciens militants profitent de cette cérémonie pour évoquer avec nostalgie l'époque bénie, où Henri et Claude formaient un tandem efficace au service de la classe ouvrière. Cette idéalisation posthume irrite profondément Marie. Elle se souvient parfaitement des tensions qui existaient entre son mari et Delacroix dans les dernières semaines, mais personne ne semble vouloir s'en souvenir. Elle commence à soupçonner l'existence d'un pacte du silence parmi les anciens dirigeants syndicaux, une omerta destinée à protéger la mémoire officielle du mouvement ouvrier. Evento Catalizador. L'automne 2005 marque le début d'un vaste programme de rénovation urbaine dans le centre de l'île. Dans le cadre de ces travaux, la municipalité décide de rénover entièrement le théâtre municipal, édifice du XIXe siècle qui n'avait pas été restauré depuis les années 50. Cet imposant bâtiment de style néoclassique, situé place du Théâtre, est l'un des symboles du patrimoine culturel lillois. Les travaux confiés à l'entreprise Bâtinor, une société locale spécialisée dans la restauration de monuments historiques, débute en octobre 2005. L'architecte en chef du projet, Philippe Lemercier, a prévu une réhabilitation complète. Réfection de la toiture, restauration des façades, modernisation de la scène et surtout remplacement total de la salle avec un nouveau système de fauteuils et d'éclairage. C'est précisément cette modernisation de la salle qui va bouleverser l'enquête sur la disparition de Claude Vanhove. Le 15 mars 2006, une équipe d'ouvriers dirigée par le contremaître Alain Dubrul s'attaque au démontage des anciens fauteuils du balcon. Ces sièges, installés lors de la dernière rénovation en 1952, sont en velours rouge défraîchi et leur structure en bois commence à montrer des signes de vieillissement. Le travail est méticuleux. Chaque fauteuil doit être démonté avec précaution pour éviter d'endommager les éléments décoratifs du balcon, classés aux monuments historiques. Brigitte Carnot, ouvrière de 43 ans, employée par Bâtinor depuis 15 ans, participe à cette opération délicate. Spécialisée dans la restauration de mobilier ancien,
Elle a développé une expertise particulière dans le démontage et la récupération d'éléments historiques. Son travail consiste à examiner chaque fauteuil avant destruction pour identifier d'éventuels éléments de valeur, mécanismes d'époque, tissus rares, boiseries sculptées. Ce matin-là, Brigitte s'attaque à la rangée G du balcon, située sur le côté gauche de la salle. Ces fauteuils, moins exposés à l'usure que ceux du centre, sont dans un état de conservation relativement correct. En démontant le siège numéro 23, elle remarque une anomalie dans le rembourrage. Contrairement aux autres fauteuils qui contiennent un simple bourrage en crin de cheval, celui-ci semble dissimuler quelque chose de rigide sous le tissu. Intriguée, Brigitte découpe délicatement la toile de jute qui maintient le rembourrage. Ses doigts rencontrent immédiatement un objet dur et lisse. En écartant le crin, elle découvre un morceau de tissu rouge, soigneusement plié, ainsi qu'une enveloppe Kraft jaunie par l'humidité et le temps. Le tissu rouge s'avère être un brassard syndical de la CGT, sur lequel on peut encore lire, malgré l'usure, le nom Claude Van Hove brodé en lettres blanches. L'enveloppe, quant à elle, contient plusieurs documents dactylographiés et des photocopies de ce qui ressemble à des relevés bancaires. Brigitte Carnot, troublée par cette découverte, fait immédiatement appel à son contremaître. Alain Dubrul examine les objets et comprend instantanément leur importance potentielle. Il connaît l'histoire de la disparition de Claude Van Hove, sujet de conversation récurrent dans les milieux ouvriers lillois. Il ordonne l'arrêt immédiat des travaux dans cette section et contacte la police. L'information remonte rapidement jusqu'au commissariat central de Lille. Le commissaire Marc Delaunay, qui a succédé à l'inspecteur Lefebvre sur cette affaire, se rend personnellement sur les lieux. À 52 ans, ce policier méthodique reprend l'enquête avec une énergie nouvelle. La découverte du brassard et des documents constitue le premier élément tangible de l'affaire depuis 29 ans. La nouvelle de cette découverte se répand comme une traînée de poudre dans l'île. Marie Van Hove, âgée maintenant de 72 ans mais toujours alerte, reçoit l'appel du commissaire Delaunay en début d'après-midi. Sa voix tremble quand elle confirme que le brassard appartient bien à son mari. Elle reconnaît les lettres brodées par ses soins en 1975, ainsi qu'une petite déchirure au niveau de l'élastique, souvenir d'un accrochage lors d'une manifestation à Roubaix. Antoine et Sylvie accourent immédiatement chez leur mère. Pour la première fois depuis 29 ans, la famille Van Hove ressent un mélange d'espoir et d'appréhension. Enfin, une piste concrète. Mais que révèlent ces documents cachés avec tant de soin? Aumento d'attention. Le commissaire Delaunay organise immédiatement l'examen approfondi des documents découverts dans le fauteuil du théâtre. L'enveloppe Kraft contient exactement ce que Claude Van Hove avait annoncé à ses camarades le matin de sa disparition. Les preuves d'un vaste système de corruption impliquant plusieurs dirigeants syndicaux de la région. Le premier document est une liste dactylographiée de noms, dates et montants. On y trouve Henri Delacroix, 15 octobre 1967, 50 000 francs. Accord silence, plan social Usinor. Marcel Tout-le-Monde, 8 novembre 1977, 35 000 francs. Non-opposition fermeture site de Nain. Robert Salengro, 22 novembre 1977, 40 000 francs. Arrangement, négociation collective. Au total, 8 dirigeants syndicaux de la CGT Nord sont impliqués, pour un montant global de plus de 300 000 francs de l'époque. Le deuxième document révèle encore plus troublant. Un protocole d'accord secret signé entre la Chambre de commerce et d'industrie de Lille et plusieurs responsables syndicaux. Ce texte, daté du 20 novembre 1977, soit 3 jours avant la disparition de Claude, prévoit une gestion sociale apaisée des restructurations industrielles, moyennant des compensations financières pour services rendus. Les photocopies de relevés bancaires, quoique partielles, confirment ces accusations. Le compte d'Henri Delacroix montre des versements réguliers de montants importants, totalement incompatibles avec son salaire officiel de responsable syndical. D'autres noms apparaissent, certains encore vivants en 2006.
Mais le document le plus accablant est une lettre manuscrite de Claude Van Hove, rédigée le 22 novembre 1977, soit la veille de sa disparition. Dans cette lettre de 3 pages, le syndicaliste détaille sa découverte progressive de ce système de corruption et exprime ses craintes pour sa propre sécurité. « Si quelque chose m'arrive, que l'on sache que j'ai découvert la vérité sur la trahison de nos dirigeants. » Ils vendent littéralement les emplois ouvriers contre de l'argent personnel. Henri Delacroix m'a proposé hier soir de me rallier à une vision plus pragmatique du syndicalisme. Quand j'ai refusé, son ton a changé. Il m'a dit que certains camarades pouvaient devenir gênants pour l'harmonie du mouvement. Je crains de ne pas survivre à la manifestation de demain. Marie, mes enfants, si vous lisez ces lignes, sachez que je suis mort pour mes convictions. Cette lettre bouleverse Marie Van Hove. Après 29 ans de doute et d'interrogation, elle tient enfin la confirmation que son mari a été victime d'un crime. Mais cette révélation ravive aussi une douleur qu'elle croyait maîtriser. Claude savait qu'il courait un danger mortel, et il a choisi malgré tout d'aller au bout de son combat. Le commissaire Delaunay lance immédiatement une enquête approfondie. Plusieurs des personnes citées dans les documents sont encore vivantes en 2006. Marcel Tout-le-Monde, ancien dirigeant CGT de 78 ans, vit retiré dans une maison cossue de Marc-en-Barœul. Robert Salingro, 75 ans, a pris sa retraite dans le Midi, mais conserve des intérêts immobiliers importants dans la région lilloise. L'interrogatoire de Marcel Tout-le-Monde, le 20 mars 2006, révèle un homme rongé par 29 ans de culpabilité. Face aux preuves accablantes, il finit par craquer et livre une partie de la vérité. Oui, il a bien reçu de l'argent des entreprises. Oui, il a participé à des négociations secrètes. Mais il maintient qu'il ignorait les intentions réelles concernant Claude Van Hove. Nous pensions juste le faire taire, le marginaliser au sein du syndicat. Personne n'a parlé de ce qui s'est vraiment passé. Henri Delacroix nous avait dit qu'il s'arrangerait pour que Claude ne puisse plus nuire. Que s'est-il passé exactement le 23 novembre 1977 ? Tout le monde se mure dans le silence. Malgré les pressions du commissaire, il refuse d'en dire davantage, se contentant de répéter « Je ne sais pas, je n'étais pas là. Demandez à Henri, si vous pouvez. » Mais Henri Delacroix est mort en 2003, emportant ses secrets dans la tombe. L'enquête se tourne alors vers Marcel Fontaine, l'industriel de l'aciérie de Denain. Âgé de 84 ans, cet homme vit désormais dans une résidence médicalisée de Wasquehal, atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Les quelques moments de lucidité qu'il conserve ne permettent pas un interrogatoire cohérent. Robert Salingro, contacté dans sa résidence de Cannes, refuse catégoriquement de se déplacer. Ses avocats font valoir son grand âge et son état de santé défaillant pour s'opposer à toute convocation. Cette résistance juridique retarde l'enquête de plusieurs mois. Pendant ce temps, l'affaire fait la une de tous les journaux régionaux. La découverte du théâtre relance les passions et divise l'opinion publique. Certains voient enfin la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps, la corruption généralisée des dirigeants syndicaux. D'autres dénoncent une campagne de dénigrement posthume contre des hommes qui ne peuvent plus se défendre. La CGT elle-même traverse une crise grave. L'actuel secrétaire général de la Fédération du Nord, Pascal Leclerc, tente de limiter les dégâts en dénonçant les pratiques d'une époque révolue et en assurant que le syndicat d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ses dérives du passé. Mais la crédibilité de l'organisation est durablement entachée. Marie Van Hove, quant à elle, vit ces révélations avec un mélange de satisfaction et d'amertume. Elle obtient enfin la reconnaissance officielle que son mari était un homme intègre, victime de sa probité. Mais elle réalise aussi que pendant 29 ans, certains de ceux qui venaient lui présenter leurs condoléances connaissaient la vérité et l'ont laissée dans l'ignorance. J'ai passé ma vie à chercher la vérité sur Claude, et tout ce temps, ces assassins continuaient leur vie comme si de rien n'était. Combien d'entre eux ont dormi tranquillement pendant que je me rongeais les sangs? Antoine Van Hove, maintenant père de famille, vit très mal ces révélations.
45 ans après, il découvre que son père était un héros qui a payé de sa vie sa fidélité à ses convictions. Cette fierté tardive se mélange à une colère immense contre ceux qui ont brisé sa famille. Sylvie, en tant que journaliste, couvre professionnellement l'affaire tout en étant partie prenante. Cette double casquette la place dans une situation délicate, mais elle décide de mener sa propre enquête parallèle. Ses contacts dans les médias et sa connaissance du dossier lui permettent d'obtenir des informations que la police n'a pas encore. C'est ainsi qu'elle découvre, en consultant les archives de La Voix du Nord, un détail troublant passé inaperçu en 1977. Le 24 novembre, soit le lendemain de la disparition, un article évoque brièvement des travaux de réfection d'urgence au théâtre municipal, nécessités par des dégâts causés par les intempéries de la veille. Or, les conditions météorologiques du 23 novembre étaient certes humides, mais sans violence particulière. Cette information intrigue Sylvie. Pourquoi des travaux d'urgence au théâtre le lendemain même de la disparition de son père? Elle contacte les services techniques de la mairie et demande à consulter les archives municipales concernant ces travaux. Après plusieurs semaines de démarches administratives, elle obtient l'autorisation de consulter les documents. Les archives révèlent effectivement qu'une entreprise de bâtiment, Renovar SARL, est intervenue en urgence au théâtre le 24 novembre 1977 pour réparer des infiltrations d'eau dans le balcon et procéder au remplacement de plusieurs fauteuils endommagés. Le bon de commande, signé par l'adjoint à la culture de l'époque, précise que ces travaux sont indispensables pour la sécurité du public. Sylvie fait une découverte encore plus troublante. Renovar SARL appartenait à Marcel Fontaine, le même industriel impliqué dans le système de corruption. Cette société, créée en 1975, était officiellement spécialisée dans les travaux de seconde œuvre, mais n'avait jamais eu de gros contrats municipaux avant cette intervention mystérieuse. Cette coïncidence ne peut pas être fortuite. Sylvie comprend que le théâtre municipal a servi de lieu de dissimulation pour le corps de son père et que les prétendus travaux d'urgence du 24 novembre avaient pour but de camoufler le crime. Climax. Fort de ces nouvelles informations, le commissaire Delaunay obtient un mandat de perquisition pour fouiller intégralement le théâtre municipal. L'opération, menée le 15 mai 2006, mobilise une équipe de techniciens, de l'identité judiciaire et d'experts en bâtiment. Ils concentrent leurs recherches sur les zones rénovées en novembre 1977, notamment les fondations du balcon et les murs de soutènement. Après 2 jours de recherche minutieuse, l'équipe découvre, dans une cavité murée derrière le balcon, les restes de Claude Van Hove. Le corps, momifié par les conditions particulières du théâtre, air sec, température constante, est dans un état de conservation remarquable. L'expertise médico-légale révèle immédiatement la cause du décès. Claude Van Hove a été tué d'un coup violent, à la base du crâne, probablement assené avec un objet contondant. Cette découverte bouleverse l'île et relance l'enquête avec une intensité nouvelle. Pour la première fois depuis 29 ans, les enquêteurs disposent d'un crime caractérisé et d'un lieu précis où rechercher des indices. L'analyse de la scène de crime révèle des éléments troublants. Le corps était enveloppé dans une bâche en plastique, puis muré avec des briques et du mortier de qualité professionnelle. Ce travail, effectué avec soin et méthode, confirme l'implication de l'entreprise Renovar dans la dissimulation du crime. Le commissaire Delaunay convoque à nouveau Marcel Tout-le-Monde, cette fois pour un interrogatoire concernant un homicide. Face à cette accusation criminelle, l'ancien dirigeant syndical comprend qu'il risque de finir ses jours en prison. Après une nuit de réflexion en garde à vue, il décide de révéler toute la vérité. Claude était devenu incontrôlable, avoue-t-il. Il avait réuni suffisamment de preuves pour nous faire tous tomber et détruire la CGT du Nord. Henri Delacroix était affolé. Il disait que si Claude parlait, c'était fini pour nous tous. Qui a tué Claude Van Hove? Henri a organisé le piège. Il avait tout prévu. Pendant la manifestation, au moment des incidents, 3 hommes de main recrutés par Marcel Fontaine ont emmené Claude.
Ils lui ont dit qu'on voulait négocier discrètement avec lui, qu'Henri l'attendait au théâtre pour une discussion privée. Tout le monde raconte alors comment Claude Vanhove a été attiré dans un guet-apens. Convaincu qu'il allait enfin pouvoir négocier une solution à la crise, le syndicaliste a suivi ses ravisseurs jusqu'au théâtre municipal. Là, Henri Delacroix l'attendait effectivement, mais pas pour négocier. Henri voulait juste récupérer les documents et convaincre Claude de se taire. Mais Claude a refusé tout compromis. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de trahir la classe ouvrière. Alors Henri a perdu son sang-froid. D'après tout le monde, c'est Henri Delacroix en personne qui a frappé Claude Vanhove avec une barre de fer trouvée dans les coulisses du théâtre. Le coup, donné dans un moment de colère, s'est révélé fatal. Face au cadavre, les conjurés ont improvisé la dissimulation. Marcel Fontaine connaissait le directeur du théâtre. Il a inventé cette histoire d'infiltration d'eau pour justifier l'intervention de son entreprise. En une nuit, ils ont muré le corps et maquillé le crime. Cette révélation explique enfin tous les mystères de l'affaire. La disparition soudaine de Claude pendant la manifestation, l'absence totale d'indices malgré les recherches, la découverte du brassard et des documents dans le fauteuil, tout devient cohérent. Les assassins avaient gardé le brassard comme trophée et caché les documents compromettants, pensant qu'ils ne seraient jamais découverts. Marcel Tout-le-Monde révèle également l'existence d'un pacte du silence entre tous les protagonistes survivants. Pendant 29 ans, ils se sont tenus mutuellement par la peur des révélations mutuelles. Chacun savait que dénoncer les autres revenait à se dénoncer soi-même. Nous avons vécu un cauchemar pendant des décennies. Henri Delacroix n'a jamais été le même après ça. Il buvait, il faisait des cauchemars. Plusieurs fois, il a failli tout avouer, mais nous l'en avons dissuadé. Nous étions tous complices. Robert Salengro, finalement contraint de rentrer de Cannes pour être interrogé, confirme les déclarations de tout le monde. Face aux preuves accablantes et aux témoignages de son ancien complice, il avoue à son tour sa participation au complot. Mais il rejette la responsabilité du meurtre sur Henri Delacroix et Marcel Fontaine. Nous étions des lâches, pas des assassins. Henri et Marcel ont organisé l'enlèvement. Nous, on pensait juste qu'ils allaient faire peur à Claude, le menacer pour qu'il se taise. Quand Henri nous a annoncé que Claude était mort, nous étions tous choqués. Mais il était trop tard pour reculer. L'enquête révèle également le rôle trouble de certains policiers de l'époque. L'inspecteur Lefebvre, malgré sa bonne foi évidente, a été systématiquement orienté sur de fausses pistes par des informateurs qui étaient en réalité liés au complot. Certains témoignages ont été manipulés et des indices potentiels ont été négligés sous l'influence d'Henri Delacroix, qui jouissait d'une grande crédibilité auprès des forces de l'ordre. Resolution. En septembre 2006, soit 11 mois après la découverte du brassard rouge, le procureur de la République de Lille rend ses conclusions sur l'affaire Claude Vanhove. Marcel Tout-le-Monde et Robert Salengro sont mis en examen pour complicité d'homicide volontaire, recel de cadavres et corruption. Malgré leur grand âge, ils encourent de lourdes peines de prison. Marcel Fontaine, l'industriel, meurt dans sa résidence médicalisée avant d'avoir pu être interrogé. Sa famille révèle que dans ses derniers moments de lucidité, il parlait souvent d'un syndicaliste qu'il fallait faire taire et semblait hanté par des remords inexplicables. La justice reconnaît officiellement que Claude Vanhove a été assassiné pour avoir voulu révéler un système de corruption impliquant plusieurs dirigeants syndicaux et patronaux. Cette reconnaissance posthume redonne enfin une dignité à sa mémoire et à son combat. Marie Vanhove, maintenant âgée de 73 ans, assiste au procès avec une satisfaction mêlée d'amertume. Elle a enfin obtenu la vérité qu'elle cherchait depuis 29 ans. Mais cette victoire a un goût amer, tant d'années perdues, tant de souffrances inutiles. Claude serait fier de voir que la vérité a fini par triompher, déclare-t-elle à la sortie du tribunal. Mais je ne peux pas oublier toutes ces années où nous avons vécu dans l'ignorance, où ces assassins continuaient leur vie comme si de rien n'était. Antoine Vanhove,
présent lui aussi au procès, éprouve des sentiments contradictoires. La fierté de porter le nom d'un père héroïque se mélange à la colère contre une justice qui a mis 30 ans à découvrir la vérité. Il décide de créer une association pour perpétuer la mémoire de son père et aider d'autres familles confrontées à des disparitions inexpliquées. Sylvie, dont l'enquête journalistique a contribué à élucider l'affaire, reçoit le prix du journalisme d'investigation du Nord-Pas-de-Calais pour son travail sur cette affaire. Mais cette reconnaissance professionnelle ne compense pas la douleur d'avoir découvert les circonstances atroces de la mort de son père. Le procès de Marcel Tout-le-Monde et Robert Salengro se déroule en mars 2007. Malgré leur grand âge et leurs problèmes de santé, les deux hommes sont condamnés respectivement à 8 et 6 ans de prison ferme. Ces peines, relativement lourdes compte tenu de leur âge, témoignent de la gravité du crime et de l'exemplarité que veut donner la justice. Marcel Tout-le-Monde meurt en détention en 2009, 2 ans après sa condamnation. Robert Salengro, lui, bénéficie d'une libération anticipée pour raisons médicales et s'éteint en 2010 dans un hospice de Lille. L'affaire Claude Vanhove transforme profondément la perception du syndicalisme dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle révèle les dérives possibles de toute organisation, même celles qui prétendent défendre les plus faibles. Mais elle montre aussi qu'il existe des hommes intègres, prêts à payer de leur vie leur fidélité à leurs convictions. La CGT du Nord traverse une crise de confiance majeure. L'organisation doit faire face à une chute drastique de ses adhésions et à une remise en question de ses méthodes. Un grand ménage s'opère dans les instances dirigeantes et de nouveaux statuts sont adoptés pour éviter que de tels dérapages se reproduisent. Le théâtre municipal de Lille, rouvert au public en 2008 après sa rénovation complète, consacre une plaque commémorative à Claude Vanhove dans son hall d'entrée. Cette plaque, sobre et dignifiée, rappelle que certains hommes préfèrent mourir debout plutôt que de vivre à genoux. En 2012, soit 35 ans après les faits, un documentaire télévisé revient sur l'affaire Claude Vanhove. Ce film, réalisé par Sylvie Vanhove elle-même, retrace minutieusement l'enquête et rend hommage à la mémoire de son père. Le documentaire, diffusé sur France 3, obtient une audience exceptionnelle et contribue à faire connaître cette histoire au-delà des frontières régionales. Marie Vanhove, maintenant âgée de 79 ans, vit paisiblement dans sa maison de la rue Gambetta. Elle a gardé le bureau de Claude en l'état, transformé en véritable mémorial. Les murs sont couverts d'articles de presse, de photos de famille et de témoignages d'anciens ouvriers qui se souviennent encore de l'intégrité de ce syndicaliste hors du commun. Claude avait raison de dire que la vérité finit toujours par triompher, confie-t-elle souvent aux visiteurs. Il a fallu 29 ans, mais la justice a été rendue, c'est ce qui compte. Antoine Vanhove a développé l'association Mémoire ouvrière du Nord, qui aide les familles confrontées à des disparitions suspectes et œuvre pour la préservation de la mémoire du monde industriel lillois. Cette association organise chaque année, le 23 novembre, une cérémonie commémorative devant le théâtre municipal. L'affaire Claude Vanhove est aujourd'hui enseignée dans les écoles de police comme un exemple de cold case résolu grâce à la persévérance des familles et au progrès technique. Elle figure également dans les manuels d'histoire du syndicalisme français comme un exemple des dérives possibles, mais aussi de l'héroïsme ordinaire de certains militants. Le fauteuil numéro 23 du balcon du théâtre municipal, celui où fut découvert le brassard rouge, a été conservé et exposé dans le petit musée de l'histoire lilloise. Une plaque indique simplement « En mémoire de Claude Vanhove, syndicaliste, disparu le 23 novembre 1977, retrouvé le 15 mai 2006. Il est mort pour ses convictions. » L'enquête a également permis de faire la lumière sur d'autres affaires suspectes de l'époque. Plusieurs syndicalistes de la région, morts dans des circonstances troubles dans les années 70, font l'objet de nouvelles investigations. Certains cas, jusqu'alors classés comme accidents ou suicides, sont réexaminés à la lumière des révélations sur le réseau de corruption. La corruption révélée par l'affaire Vanhove s'étendait en réalité bien au-delà du cercle initial des suspects. L'enquête a mis au jour un véritable système organisé,
impliquant plusieurs dizaines de personnes dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Des hommes politiques locaux, des chefs d'entreprise, des dirigeants syndicaux de différentes obédiences avaient tissé un réseau d'intérêts croisés au détriment des ouvriers qu'ils prétendaient représenter ou employer. Ce système fonctionnait selon un modèle rodé. Les entreprises versaient des pots de vin aux dirigeants syndicaux en échange de leur silence sur les plans sociaux. En retour, ces dirigeants s'engageaient à limiter les mouvements de protestation et à orienter les négociations dans un sens favorable au patronat. Les ouvriers de base, ignorant tout de ces arrangements, continuaient de faire confiance à leurs représentants corrompus. Claude Van Hove avait découvert ce système par hasard, en remarquant des incohérences dans les positions adoptées par certains de ses collègues lors des négociations. Son enquête personnelle, menée avec la minutie qui le caractérisait, avait progressivement reconstitué toute l'ampleur du réseau. Les documents retrouvés dans le théâtre ne représentaient qu'une partie de ces découvertes. L'ironie tragique de cette affaire réside dans le fait que Claude Van Hove est mort exactement pour les raisons qu'il défendait: l'intégrité du mouvement syndical et la défense désintéressée des intérêts ouvriers. Son assassinat était destiné à protéger un système de corruption qui trahissait précisément ses valeurs. Les révélations de l'affaire Van Hove ont également eu des répercussions au niveau national. Le gouvernement a lancé une commission d'enquête parlementaire sur les pratiques syndicales dans les bassins industriels en reconversion. Cette commission a identifié des dysfonctionnements similaires dans d'autres régions, notamment en Lorraine et dans le bassin houiller du centre. Des réformes importantes ont été adoptées pour renforcer la transparence financière des organisations syndicales et patronales. Les dirigeants sont désormais tenus de déclarer leurs revenus et leur patrimoine, et des contrôles réguliers sont effectués par les services fiscaux. CTA final. Cette affaire nous montre comment la corruption peut gangrener même les organisations censées défendre les plus faibles, mais aussi comment l'intégrité d'un seul homme peut finalement triompher de tous les compromis. Claude Van Hove a payé de sa vie sa fidélité à ses convictions, mais sa mémoire continue d'inspirer tous ceux qui refusent les arrangements douteux. La découverte du brassard rouge, 29 ans après la disparition, rappelle que la vérité finit toujours par éclater, même quand elle semble définitivement enfouie. Les documents cachés dans ce fauteuil de théâtre étaient comme une bombe à retardement, attendant patiemment l'heure de la révélation. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous deviné la vérité sur la disparition de Claude Van Hove? Comment expliquez-vous qu'un réseau de corruption ait pu fonctionner si longtemps sans être découvert? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête qui révèle les zones d'ombre de l'histoire sociale française, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles et à l'histoire du mouvement ouvrier. D'autres cas tout aussi troublants vous attendent dans les prochaines vidéos.